Aujourd'hui, à Meubler vos passions, nous allons voir différents systèmes d'ouverture et fermeture pour notre cuisine. Restez là. Bienvenue à une autre émission de Meubler vos passions. Aujourd'hui, nous allons voir une autre facette de l'ébénisterie, la construction de caissons de cuisine et aussi l'habillement de nos caissons. Le matériau de choix pour faire les caissons est la mélamine. Nous avons naturellement une panoplie de couleurs qu'on peut choisir, le blanc étant le plus populaire, sauf qu'il a tendance à jaunir. Naturellement, les couleurs sont un petit peu plus dispendieuses, mais souvent, sur la cuisine au complet, le prix peut être négligeable. On va avoir plusieurs difficultés à couper cette matière. Premièrement, étant donné que c'est une fine couche de papier collé sur de l'aggloméré, lorsqu'on le coupe, la couche en dessous a tendance à éclater. Donc, nous allons voir les différentes lames à utiliser pour éviter ce problème. Et aussi, nous avons la dimension des feuilles. Certaines couleurs viennent en feuilles de 4 pieds par 8 pieds et certaines feuilles viennent seulement en dimension de 5 pieds par 8 pieds. Donc, étant donné que les feuilles sont surdimensionnées, les premières coupes sont assez difficiles à faire, mais une fois habitué, ça va assez bien. Allons voir les différentes lames pour bien couper la mélamine. Les lames à mélamine ont habituellement 80 dents pour une lame de 10 pouces. Les dents eux-mêmes peuvent avoir différentes configurations. On peut avoir une dent qu'on appelle à 3 côtés, en anglais un triple chip, qui est considérée aussi une lame de mélamine. On peut aussi avoir, et c'est ce que j'utilise, une lame avec dents biseau accentuées, donc très aiguës, qui coupe très bien les côtés. Et aussi, nous avons une lame incisive qu'on peut utiliser, si votre dentier le permet, qui coupe en dessous la mélamine et la rotation de la lame est inverse à la grosse lame. Donc, l'incisive coupe en dessous la mélamine et la grosse lame coupe le par-dessus. On peut aussi, si nous n'avons pas d'incisive et le temps de le faire, on peut faire 2 coupes à chaque coupe. C'est-à-dire qu'on va faire la première coupe qui serait la coupe de l'incisive. Donc, on baisse notre lame à très bas, exposée de quelques seulement millimètres. On fait une première coupe, on lève la lame et on fait une deuxième coupe. L'ouvrage est excellent, mais très long à faire. Une étape importante avant de faire les coupes est le débitage théorique. C'est-à-dire qu'on doit maximiser notre feuille de mélamine. Donc, placer sur chaque feuille les coupes que nous allons faire. Il existe aujourd'hui des programmes informatiques pour faire cet ouvrage, comme le programme qui s'appelle Cutlist. Cutlist va vraiment maximiser votre feuille de mélamine et on peut aussi configurer le programme. Comme ici, j'ai 2 exemples. Une configuration est d'avoir des coupes plus faciles à réaliser, mais la maximisation est moins forte. Donc, si je prends cet exemple, j'ai besoin de 3 feuilles de mélamine. Si on configure le programme pour vraiment maximiser notre feuille, on élimine une feuille. Donc, ici, j'ai un exemple de coupe maximisée qui utilise seulement 2 feuilles de mélamine. Ce programme peut aussi gérer votre projet au niveau de coûts et autres fonctions. Donc, avec mes feuilles de coupe, je peux procéder vraiment à la coupe de ma mélamine. J'ai déjà coupé 2 feuilles. Il me reste seulement une feuille à couper. Maintenant, nous allons regarder la position à prendre lorsqu'on fait des coupes. Lorsqu'on fait la coupe, on doit s'assurer en tout temps que le côté est bien appuyé sur notre guide. L'opérateur devrait être au coin opposé pour bien supporter sa pièce. Il est évident qu'avoir un chariot est assez important pour nous aider à glisser notre pièce et aussi une table de sortie pour supporter notre pièce lorsqu'elle est coupée. Il ne faut pas oublier qu'on termine toujours avec 2 pièces. On peut aussi avoir simplement des rouleaux sur support pour supporter notre pièce. Alors, on doit partir naturellement à l'arrière de notre lame
bien appuyer la pièce et faire la coupe. Maintenant que les pièces sont à dimension, on doit couvrir les champs. Maintenant, certaines pièces peuvent être couvertes d'un côté, 2, 3 ou 4, dépendant de la position de la pièce sur le caisson. Il existe plusieurs types de bandes de champ. La première, qui est la meilleure, est en PVC. Le problème qu'on rencontre avec ce type de bande de champ est qu'il n'y a pas de colle préalablement à l'endos. Donc, on doit se procurer une machine qui est quand même assez dispendieuse pour appliquer la colle soit sur la bande de champ ou sur la pièce, dépendant de la machine, pour pouvoir coller les bandes de champ après les morceaux. Qu'est-ce qui est un petit peu plus accessible est la bande de champ pré-encollée, c'est-à-dire que nous avons déjà une colle à l'endos de la bande de champ. Cette colle doit être chauffée pour être appliquée. Donc, on peut soit, à la base, utiliser un fer à repasser pour chauffer la colle sur la pièce et ensuite enlever les excédents. Sauf qu'avec un fer à repasser, c'est assez long à faire. Nous avons aussi une machine qui est à air chaud pour chauffer la colle. On peut aussi utiliser des bandes de champ de bois véritable, encore une fois, pré-encollées. Si notre porte, exemple, serait en chêne, on pourrait prendre une bande de champ en chêne, l'appliquer sur notre mélamine et éventuellement la teindre, cette bande de champ, la même couleur que notre porte. Voici notre machine à air chaud. Nous avons un plateau pour la bande de champ, un ventilateur à air chaud qui souffle l'air sur la bande de champ. Nous avons une série de guides pour notre pièce et aussi pour guider la bande de champ pour qu'elle arrive au bon endroit sur notre pièce. On ne doit pas pousser trop vite notre pièce pour laisser le temps à la colle de se réchauffer. J'ai indiqué sur un des guides l'endroit, quand ma pièce avance, où je dois couper ma bande de champ pour avoir un léger excédent à l'arrière. L'excédent en avant est simplement appliqué lorsque je présente ma pièce. La bande de champ doit être insérée et avancée manuellement jusqu'à temps qu'elle dépasse à l'avant pour prendre notre pièce. Je vais vous faire une démonstration. Si la vitesse de la pièce est trop rapide, la colle ne sera pas assez liquide. Et si elle est trop lente, la colle va être trop liquide et va salir votre machine. Maintenant, on doit enlever les excédents de notre bande de champ. Premièrement, on doit couper l'excédent sur les deux côtés, donc sur le champ. On peut soit utiliser un gabarit fait spécialement pour cet ouvrage. On peut aussi utiliser simplement une bonne lame bien aiguisée pour faire les deux côtés. Pour les embouts, il existe encore un gabarit pour couper les embouts et on peut aussi se servir de la lame. Une fois l'excédent coupé, on doit faire un léger sablage car souvent l'arrêt est assez coupante. Encore une fois, il existe des gabarits pour sabler ou on peut simplement utiliser un papier sablé sur un bloc de bois. Sur les côtés de module bas, on doit faire un encoche qui sert de coup de pied. J'ai préparé un gabarit qui va me servir à faire mon encoche, donc la dimension de l'encoche est bonne. Et je vais découper à l'aide d'une toupie et d'un fer droit.
Une autre étape qu'on doit prévoir avant d'assembler les modules est les tablettes intérieures. Souvent, les tablettes, on les veut ajustables. Donc, on doit préparer une série de trous pour l'ajustabilité. Les trous, selon un certain standard, devraient être à 32 mm centre chaque trou et percés à la bonne dimension selon les supports que nous avons. Pour nous aider à percer, nous avons des gabarits qu'on peut acheter pour faire la série de trous et aussi un outil qui est une goujonneuse. Cet outil a déjà des fers 32 mm centre de séparation et des butées qui finalement vont rentrer dans le trou que l'on vient de faire pour faire les deux suivants. Alors, son utilisation est vraiment simple. On peut s'en servir aussi pour faire d'autres assemblages du genre. Donc, une fois ajusté, on peut faire notre série de trous. Et une fois tous les trous prêts et toutes les étapes terminées, on est prêt à faire l'assemblage des modules. Pour obtenir plus de renseignements sur les plans et devis présentés à cette émission, composez le 450-963-3895 ou visitez notre site Internet www.meublervospassions.com. Je suis maintenant prêt à faire le montage d'un module. J'ai préparé les pièces. J'ai mes deux côtés de mon module, le dos, le fond, la façade, ainsi que deux supports qui serviront à fixer le comptoir éventuel. Étant donné qu'on travaille souvent seul, il est bon d'avoir des gabarits pour s'aider au montage. Alors, j'ai préparé ici des gabarits qui vont m'aider à tenir vertical mes deux côtés et aussi la hauteur de mon gabarit est égale à l'encoche que j'ai faite sur mes côtés. De cette façon, en déposant mon fond entre mes deux côtés, il tombe exactement au bon endroit. Alors voilà mes deux côtés dans mes gabarits. Maintenant, j'installe le fond. Je dois le placer exactement au même niveau à l'avant. Et nous commençons par brocher les côtés après le fond. Et ensuite, nous allons pouvoir installer le dos. Voilà le dos à son endroit. On le place bien au même niveau que les côtés et on broche. Pour installer ma façade, j'ai installé une serre et j'ai serré légèrement mes côtés pour m'aider à tenir ma façade. Je prends le temps de bien la placer et je vais la brocher. J'ai installé le support arrière. Maintenant, je vais faire le support avant. Prenons le temps de bien placer et on broche. Pour le support avant, dépendant de votre couverture de porte ou de moulure ici en avant, on peut brocher ou non. Pour solidifier mon module, je vais aussi le visser. Mais simplement visser dans du panneau de particules, dans la mélamine, pourrait le faire éclater. Donc, on doit absolument pré-percer. J'ai réinstallé mon module dans mon gabarit pour avoir la bonne position. J'ai aussi préparé un bloc qui me donne le centre
exact de mon fond. Alors, je vais préparer chaque trou, percer et fraiser pour ma tête de vis. Et ensuite, je peux visser mes pièces ensemble sans avoir peur de faire éclater ma mélamine. Les modules du haut sont plus simples à assembler, étant donné qu'habituellement, nous n'avons pas de fond déphasé, si on veut. Tout arrive au même niveau. Alors, on peut travailler simplement sur une table et on s'assure que les pièces sont bien alignées et on peut brocher. Si vous avez un côté de module qui serait apparent, dans notre cas, nous allons couvrir tous les côtés de bois, donc nous n'avons pas de côté apparent. Si jamais, par exemple, vous faites des portes en mélamine de la même couleur, si votre côté est apparent, on ne peut pas brocher et visser. Dans ce cas-là, habituellement, nous allons faire un assemblage à biscuit et on peut coller le tout. On peut aussi même coller avec du silicone. Donc, le même procédé, sauf qu'on doit naturellement préparer pour les biscuits. Alors, je vais assembler mon module du haut et ensuite, nous allons pouvoir faire les portes et tiroirs. L'assemblage que nous allons utiliser pour faire les portes est ce qu'on appelle profil contre profil. Finalement, c'est simplement deux fers à toupie qui font en sorte que les deux pièces s'imbriquent une dans l'autre. C'est très simple comme assemblage. Nous pourrions faire un assemblage tonneau-mortaise, quoi que ce soit, mais étant donné, premièrement, la durée de vie d'une cuisine et aussi des forces que subissent les portes, l'assemblage profil contre profil est suffisant. Il existe toutes sortes de profils, toutes sortes de dimensions aussi. On peut même faire, dans certains styles de cuisine, vraiment sans profil, c'est-à-dire ce serait simplement rainure languette. Donc, on aurait plus un assemblage du genre, vraiment carré. Alors, nous allons aller installer les fers à la toupie et voir le machinage. J'ai ajusté la hauteur de mon fer. La hauteur qu'on recherche dépend de l'épaisseur de votre pièce, absolument 3/4 de pouce. On recherche assez de matière à l'arrière, question d'avoir une bonne solidité, et aussi une bonne largeur d'encoche, question de ne pas la faire disparaître lors du sablage. On doit toujours machiner les extrémités des pièces avant les champs. La hauteur du fer pour les champs doit être ajustée exactement à la hauteur du fer des embouts. On fait le champ des traverses et les montants, c'est la seule moulure qu'elle reçoit, c'est la moulure des champs. Voilà un montage à sec d'une porte qui finalement est une face tiroir. On peut voir que dans le cas d'un tiroir, j'ai rapetissé les montants, étant donné que, généralement, les tiroirs sont moins larges qu'une porte standard, où on va garder les montants et les traverses à la même largeur. Maintenant, je vais pouvoir faire mon panneau, c'est-à-dire que le collage a été fait. Je vais maintenant planer le panneau à la bonne épaisseur. Ensuite, au banc de scie, je vais pouvoir faire ma mise en largeur et aussi ma mise en longueur. Et une fois à dimension, je vais pouvoir prendre le panneau et aller le façonner à la façonneuse. Le choix des fers pour les plates-bandes de panneaux est aussi varié que les fers de profil contre profil. Il existe des fers à profil unique pour façonneuse. Il existe aussi des fers pour toupie, mais naturellement, le profil, surtout le profil apparent, est plus petit que les fers de façonneuse. Et nous avons aussi des ensembles de tête et couteau. Et souvent, l'ensemble vient avec plusieurs profils que l'on peut interchanger selon ce qu'on veut. Alors, c'est la tête ici que je me suis servi. Et on voit les résultats du profil. Maintenant, nous allons pouvoir assembler le tout avec le panneau.
Alors voilà un montage à sec de notre face tiroir avec le panneau. Nous sommes prêts au collage. Alors, on doit préalablement sabler le panneau des deux côtés, incluant les plates-bandes, et aussi un sablage léger au champ intérieur des traverses. Et on colle. Lorsqu'on colle, on doit s'assurer que la colle que l'on applique est seulement où la traverse va être. On applique la colle dans la rainure. Avec un pinceau, on étend la colle. Et l'excédent peut être mis sur le profil. On doit travailler assez rapidement pour ne pas que la colle ait le temps de prendre, de sécher. On installe les traverses et préférablement à leur endroit exact. Une fois les traverses en place, on insère le panneau naturellement du bon côté, ne pas l'installer à l'inverse. Et on finit avec le dernier montant, qui lui aussi on doit placer à son endroit exact. Ensuite, on installe le tout dans les serres, une serre par traverse. Si jamais la porte est très grande et on a une traverse intermédiaire, on doit mettre 3 serres. Des cales pour protéger notre porte. On met une bonne pression, toujours en assurant que la porte est parfaitement plane et d'équerre. Voilà les pièces que j'ai besoin pour mes modules, incluant les panneaux de côté, mes faces tiroirs et mes portes. Les portes du module bas, nous allons installer des charnières Blum, des charnières style européenne, qui sont finalement cachées à l'intérieur du module. Et nous allons avoir des charnières spéciales appelées Blum Motion, qui permet de fermer la porte en douceur. Donc, pour installer ces charnières, on doit préalablement percer les portes à la perceuse, trou de bonne dimension et à la distance selon les spécifications du manufacturier, pour pouvoir installer les charnières bien d'équerre sur les portes. La compagnie Blum a aussi plusieurs mécanismes d'ouverture sous le nom Aventos pour soit des portes qui ouvrent parallèlement ou pivotantes. Très facile d'installation, facile d'ajustement avec des plaques décoratives. Pour les tiroirs, la fabrication est assez simple. Nous avons deux côtés, une face et un dos. Pour les coulisses que nous allons utiliser, nous avions des encoches à faire sur le dos pour bien accepter la coulisse. La coulisse qu'on utilise est ce qu'on appelle une coulisse Blum Tandem, qui permet aussi, encore une fois, une fermeture en douceur. Sur le tiroir à l'endos, on doit installer les attaches qui permettent finalement à installer le tiroir sur les coulisses qui le barrent en place. Pour enlever le tiroir, nous avons simplement à pousser sur l'attache et le tiroir s'enlève. Alors, nous allons installer les coulisses dans le caisson et voir son fonctionnement. Le positionnement des coulisses est fait selon la largeur des tiroirs pour être sûr que les tiroirs dégagent les autres faces. L'installation des tiroirs est vraiment simple. On glisse le tiroir en place, on le ferme complètement et voilà, le tiroir est installé avec sa fermeture en douceur. Étant donné l'utilisation constante des composantes de notre cuisine,
je suggère de faire une finition qui va être vraiment durable, un bon vernis ou une bonne laque. Vous avez sûrement remarqué que pendant l'émission, lorsque possible, j'ai utilisé les guides et protège-lames de mes outils ainsi que porté mes lunettes de protection. On se retrouve la prochaine fois pour une autre émission de Meubler vos passions.